sinon on va dire le début de quelque chose. Parce qu'il n'y a pas, dans ce genre de rencontre, d'activité, il y a toujours des suites à donner à ces activités, notamment les résolutions qui vont sortir de l'université d'été. Il faut y travailler pour imprimer après ce qu'on a eu comme discussion, comme débat, comme échange, comme valeur ajoutée à l'activité de nos postes, mais pas que les postes, les associations, les organisations diasporiques qui ont participé avec leurs représentants à l'université d'été, mais aussi avec nos amis activistes qui sont toujours en Algérie. Et force à eux, parce que là, si on est dans un territoire libéré, nous disposons de moyens pour se rencontrer, pour échanger, pour entreprendre. Force est de constater qu'en Algérie, il ne reste plus un mètre carré de débat. Aujourd'hui, la construction ou bien ce genre d'échanges ne sont plus permis en Algérie, mais pas qu'en Algérie. J'ai en face de moi aussi deux amis de deux pays frères et voisins, notamment le Maroc et la Tunisie à travers Fatiha et Maître Brahim Dorid. Pratiquement c'est la même chose, on vit la même situation. D'où l'idée de revenir sur ce débat au départ, donc, et je m'excuse auprès de Dylan et des frères. À Ripos, nous avons proposé la thématique comment adapter le droit international pour continuer à défendre les militants opprimés. Donc après discussion, et ça sera la semaine prochaine au campus du PS. Et après discussion, je pense que le tandem, Frédéric et Dylan ont convenu d'aborder une autre question qui est très importante. Et je pense que Tahar et Idi, on en parlait pendant les deux premiers jours de l'université d'été. La place de l'armée, la place des régimes militaires dans les prises de décision. Et Fred et Dylan ont proposé la thématique des pouvoirs militaires en Méditerranée, rapport à l'état de droit et aux droits humains, lien avec les autocrates, religion et oligarques. Regard croisé Maghreb, Égypte, Israël, Turquie et Balkans. Je pense qu'on a déjà traité de la question en ce qui concerne l'Algérie, la Tunisie du moins, durant les premières discussions, mais là on va s'approfondir et puis on va voir très large dans les communications à venir. Moi je m'excuse parce que mon PC, c'est bon, il ne fonctionne plus, donc Riposte doit assurer l'achat d'un autre PC. Et je tiens à témoin toute l'assistance. J'aurais une première question avant de. Enfin, pour les deux, ça va être un échange interactif, c'est sûr. Première question, c'est dans quelle mesure la place centrale de l'institution militaire dans certains États méditerranéens, notamment l'Égypte, en Turquie ou en Algérie, affecte-t-elle l'équilibre des pouvoirs, l'indépendance de la justice et plus largement l'état de droit? On commence par Fred. Mon chrono pour éviter de dépasser quand même. Avant tout, avant de répondre, je voudrais quand même vous remercier de votre accueil. C'est toujours un plaisir de venir ici. C'est important d'avoir un lieu de débat, justement, comme tu le disais, c'est très très compliqué, il y a un recul de la démocratie un petit peu partout. Je pense que c'est vraiment quelque chose à préserver. On a le droit de ne pas être toujours d'accord sur tout, mais justement, on doit s'enrichir de nos réflexions de chacun. Pour répondre plus directement à tes questions, avec Dylan, on a choisi de se décentrer justement, pas faire l'état du pays, mais de voir quand même ce qui s'est passé. Alors, moi, j'ai choisi l'Algérie, la Grèce et les Balkans. Dylan va plutôt aborder l'Égypte, Israël et la Turquie, mais de voir aussi les points communs qu'il peut y avoir dans le rapport entre l'institution militaire et la fragilisation ou la consolidation des démocraties, parce que c'est vraiment un enjeu fondamental aujourd'hui. Et juste pour cadrer vos échanges,
bien évidemment, l'armée, celle qui a le monopole de la violence légitime. Et donc, c'est un enjeu qui est considérable au moment où il y a des répressions un petit peu partout, hein, forcément. Elle a la caractéristique d'avoir une hiérarchie très forte et d'être ultra disciplinée. Alors, quand on est élu, c'est pratique. Hein. Moi, dans mes fonctions d'adjoint, je sais qu'ils commencent toujours à l'heure. Donc ça, c'est pas mal. Mais pour la démocratie, ça peut être extrêmement compliqué parce que on ne conteste pas un ordre dans l'armée. En théorie, en tout cas. En pratique, parfois, alors si on prend l'exemple franco-français, qui est un peu à la mode, De Gaulle est l'exemple même d'un militaire qui a contesté un ordre. Elle est aussi, et ça on va le voir dans certains pays, dépositaire de la continuité de l'État. Et là aussi, ça pose la question de savoir quel État. Dylan va en parler à propos de la Turquie. Moi, je ne vais pas en parler à propos de l'Algérie, parce que justement, voilà, quel État l'armée continue. Est-ce que cet État, il est légitime? Et on va voir que ça dépend vraiment de l'histoire de chacun de ces pays, de comment ils se sont constitués, contre qui ils se sont constitués aussi. Ça dépend aussi parfois du pouvoir religieux, où parfois l'armée consolide le pouvoir religieux, parfois s'oppose au pouvoir religieux. Ça dépend aussi des oligarchies qui ont été mis en place. Voilà. Et ce sera valable aussi encore avec d'autres pays. Et bien souvent, elle possède aussi une légitimité historique. Alors, c'est le cas par exemple de l'Algérie, hein, dans la guerre de libération contre la puissance coloniale. Voilà. Pour autant, quand on creuse, c'est pas toujours si simple non plus. Alors, il faut distinguer aussi à partir de quand elle devient un acteur politique, l'armée. Il y a évidemment le coup d'État. On le verra notamment pour certains pays comme la Grèce ou la Turquie, c'est quand même récurrent. L'Algérie aussi. Elle a aussi parfois un pouvoir tutélaire, c'est-à-dire qu'elle va fixer les limites du pouvoir civil, jusqu'où le pouvoir civil peut aller. Et quand l'armée, qui n'est pas élue par nature, considère que le pouvoir civil prend trop de largesse, elle le réprime. Et puis parfois, elle sert d'arbitrage politique, ou même carrément d'État dans l'État. Je commencerai bien par l'étude de l'Algérie, si c'est possible, rapidement. L'Algérie, la légitimité de l'armée, c'est la légitimité de la guerre contre la puissance coloniale française. Et ça, c'est un incontournable, évidemment. Elle a eu un rôle central dans la libération du pays, après 132 ans de colonisation quand même. Et donc elle va structurer la naissance de l'État et par là même la vision de l'État aussi. C'est-à-dire, je ne vais pas trop me perdre dans les détails parce que sinon je me fais engueuler avec ce titre, mais voilà, c'est-à-dire, par exemple, si on parle Kabylie ou Amazigh, c'est pas forcément la vision de l'État qui a été mise en avant à cette époque-là. Voilà. La vision de l'État, c'était celle de l'ALN, qui est devenue ANP ensuite, donc celle du FLN, d'une Algérie arabisante, ou arabe. Ensuite, le fait majeur, c'est le coup d'État de 65, et la construction du pouvoir militaire en Algérie, avec le colonel Boumedienne, qui va rester au pouvoir jusqu'en 78, qui va mettre en place ce qu'on a appelé le redressement révolutionnaire. Donc là aussi, ça montre que l'armée estime que la révolution du peuple ne va pas dans le bon sens et qu'elle doit être redressée, doit correspondre à ce que l'armée ressent de son côté. Et donc il va y avoir une consolidation du pouvoir de l'armée très très forte, à tel point qu'aujourd'hui encore, l'armée algérienne, c'est la deuxième du continent africain après l'Égypte. L'Égypte, Dylan en parlera, mais est considérablement aidée par les États-Unis, donc on n'est pas tout à fait dans le même facteur. Alors, on est à une dépense militaire de 20% du budget national aujourd'hui pour l'armée algérienne. Ensuite, je vais très vite, je suis désolé, c'est un peu nécessaire, on y reviendra peut-être après si vous avez des questions. On a aussi une étape cruciale, c'est celle des années noires, des années 90, 92-2002 pour être plus précis aussi, où il y a l'interruption du processus électoral. C'est-à-dire que, pour remettre dans le contexte,
la fin des années 80, début 90, au niveau mondial, c'est l'espérance d'une démocratie un petit peu partout. Chute du mur de Berlin, révolution en Chine, etc., etc. Et il y a cet espoir-là aussi en Algérie, d'élections législatives. Vous connaissez tous cette histoire-là, hein. Le fils gagne les élections en décembre 91, les élections sont annulées en 92 par l'armée, avec, là aussi c'est étonnant, hein, les amitiés ou inimitiés, la France voit plutôt d'un bon oeil l'annulation des élections. Voilà. Donc paradoxalement, on va se retrouver avec une alliance de facto entre l'ancienne puissance tutélaire française et l'armée algérienne, ce qui est quand même un paradoxe de l'histoire qui est quand même assez incroyable. Donc interruption du processus, affrontement avec les groupes islamistes armés, hein, notamment le GIA, et puis le poids d'appareil sécuritaire qui va devenir de plus en plus fort et qui va servir à la répression pas seulement des groupes terroristes, mais aussi tout simplement du peuple algérien. Puis vient la période 99-2019 Bouteflika, où là il va y avoir une tentative de reprise en main du pouvoir civil sur le pouvoir militaire, puisque l'affrontement, la décennie noire s'achève. Mais cette reprise en main, elle est un petit peu trompeuse, puisque finalement, sans rentrer dans les détails, l'état de santé de Bouteflika à partir de 2013 donne une image du pouvoir qui est un pouvoir impotent, finalement, incapable. Et cette reprise en main, qui avait été appuyée par la réforme constitutionnelle de 2008, va finalement s'étioler jusqu'à avoir finalement un retour de l'armée au pouvoir. 2019, l'Irak, la chute de Bouteflika, et puis Ahmed Gaïd Salah, finalement, qui pousse à la démission de Bouteflika, qui reprend le pouvoir. Donc, finalement, on est dans une sorte de cercle perpétuel où finalement l'Algérie n'arrive pas à se sortir finalement de ce cercle vicieux-là. Et puis finalement, on a cette armée qui reprend le pouvoir et qui se montre de plus en plus en décalage avec la société algérienne, qui est jeune, surtout par rapport à nos sociétés, et qui a des revendications qui ne s'accordent pas du tout avec un pouvoir militaire qui est jugé comme ancien. Très très rapidement pour le coup, c'est intéressant de comparer avec ce qui se passe dans les autres pays. Pour la Grèce, je vais aller très très vite, mais il y avait une longue tradition d'intervention militaire aussi, avec des coups d'État réguliers jusqu'à la dictature des colonels, de 67 à 74. Et en 74, c'est la rupture. Sur la question chypriote, je ne détaille pas, on y reviendra après, une rupture qui passe par l'intégration finalement à l'Union européenne, l'installation de la démocratie et la consolidation de la démocratie. La Grèce n'est pas la seule, hein. Elle intègre en 81, mais il y a aussi l'Espagne, le Portugal, qui eux aussi se retrouvent avec des démocraties naissantes qui sont consolidées par l'Union européenne. Et c'est marrant parce que quand on se replace à cette époque-là, il y avait beaucoup de manifestations contre l'intégration, notamment de l'Espagne, du Portugal, pour des raisons économiques. Et aujourd'hui, je crois que personne n'est opposé au fait que l'Espagne, le Portugal et la Grèce soient dans l'Union européenne. Et donc, l'Union européenne, et pas seulement, la société grecque va pousser au contrôle parlementaire de l'armée. Et là, ce contrôle parlementaire, il va réussir avec une professionnalisation de l'armée. Ça, c'est un vecteur qui est important aussi. Une armée professionnelle, elle est moins nombreuse et effectivement, elle a moins de pouvoir politique. Et une disparition progressive des interventions militaires, même après les crises de 2008, par exemple en Grèce, qui a été absolument terrible, si vous rappelez. Donc la Grèce, elle a réussi à sortir de cet engrenage, alors que l'Algérie, elle, s'est retrouvée enfermée dans cet engrenage. Alors, il y a des raisons qui expliquent ça, notamment des raisons historiques ou des raisons de légitimité. La légitimité de la Grèce n'est pas passée par une révolution militaire contre l'occupant. Voilà, entre autres. Dernier exemple, les Balkans, où là, on a quelque chose de complètement nouveau. La légitimité de l'armée yougoslave, c'était la libération contre l'occupation nazie en 1945 avec Tito, qui était, lui, ne dépendait pas de Staline. D'ailleurs, la Yougoslavie a toujours eu un rôle un peu à part.
Et donc il y avait cette légitimité. Une armée fédérale, donc dès le départ, on sait qu'on a des régions qui ont leur spécificité, une chose qui n'est pas imaginable en Algérie aujourd'hui, hein, par exemple, et avec un rôle politique et assumé, idéologique, de conserver cette fédération-là. Le basculement qui va se faire ensuite, avec justement, on retrouve cette période 89, 90, début années 90, où on a un éclatement de la Yougoslavie et l'armée là ne représente plus la fédération yougoslave, elle représente la Serbie. Et donc on a un accaparement par une entité de l'armée nationale. Et donc elle va perdre cette légitimité là pour le coup. Je vais peut-être m'arrêter là pour cette première phase parce que sinon je vais vous faire la parole à Dylan, mais j'aurai d'autres choses à vous dire avant. D'abord, je voulais, en repartant de ce que nous sommes, toi et moi, c'est-à-dire, toi, bah oui, parce qu'au-delà des fonctions qu'on peut occuper, on a des formations initiales d'historiens de son côté, au-delà du fait qu'il continue à enseigner l'histoire, donc ces analyses et ces travaux continuent à changer au fur et à mesure que l'histoire nous enseigne, mais moi je suis politiste de formation. C'est pourquoi on a voulu faire cette présentation avec vous, et donc Fred a commencé d'ailleurs à détailler un peu comment on pouvait partager avec vous une analyse de ce qui pouvait être les points communs entre différents États du bassin méditerranéen. Pourquoi on a fait le choix de vous proposer cet échange, cette discussion? C'est parce qu'en fait, on a le sentiment qu'on répète beaucoup, je dirais, nos gammes comme militants des droits humains. Mais il ne faut pas simplement être dans une analyse immédiate de ce qu'on subit et de ce qu'on peut apporter comme réponse. Il faut aussi regarder dans la perspective historique et politique dans quelle mesure on peut changer la donne. Puisqu'en fait, on a le sentiment qu'à chaque fois que les sociétés veulent reprendre la main sur des pouvoirs autocratiques, militaires ou autres, elles se font écraser. Et elles se font réprimer. Et une fois qu'on a fait ce constat-là, il faut aussi peut-être essayer d'attaquer les fondements de l'État. Pas détruire l'État, mais attaquer les fondements des dérives autocratiques. Et quelque part, si on a voulu avoir cet échange avec vous, c'est parce qu'en regardant les pays qu'on a choisis, vous avez remarqué qu'ils concernent aussi bien la rive nord de la Méditerranée que la rive sud et que la rive orientale. Et c'est pas du tout le fruit du hasard que dans l'actualité, aucun analyste ne vous propose cette lecture de la constitution des États, du rôle des armées, de leur lien avec les oligarchies, les religions et les différents intérêts particuliers. Parce que quelque part, il y a beaucoup de points communs. Et ça permet en plus de dépasser l'enfermement médiatique dans lequel on se retrouve, où on voudrait cataloguer le régime algérien, de la même manière qu'on voudrait caricaturer le régime israélien. Et en fait, sur tous les cas de figure qu'on a retenus, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de points communs. Et c'est pour ça que je voulais redire cela au début, parce que moi, quand j'ai eu l'occasion encore cette année de me rendre à Tel Aviv et de pouvoir rencontrer des partenaires associatifs, politiques, notamment des militants des droits humains, et je repense notamment à nos camarades côté palestiniens, je ne pouvais pas me départir de ce que j'ai observé depuis 25 ans dans l'évolution des deux pays, Palestine et Israël, et surtout de ce que j'ai vu encore cette année à Ankara, à Istanbul, dans les capitales du Kurdistan, que ce soit du côté syrien ou irakien, d'un démantèlement systématique de l'État, d'une espèce d'appropriation de quelques-uns des pouvoirs militaires, politiques, judiciaires et autres, et qui sont des points communs récurrents de toutes les sociétés méditerranéennes. Et donc, quand j'ai pris le temps de regarder un petit peu comment les choses avaient évolué, notamment le cas égyptien, je me suis dit, comment est-ce qu'on analyse le fait que depuis le printemps de la place Tahrir en 2011, c'est pas seulement la reprise en main du pouvoir par les militaires, c'est les intérêts qui sont derrière Sisi, qui à un moment donné avait intérêt à ne pas laisser Morsi, et c'est pas une histoire de sunnites contre frères musulmans et je ne sais quel autre récit complètement occidentalisé de la situation. C'est parce qu'il y avait des intérêts économiques très puissants qui avaient intérêt à renverser
à un moment donné le pouvoir de l'État et du parti unique, qui était à bout de souffle sous Moubarak. Comment est-ce qu'on analyse la chute, l'effondrement des partis baassistes qui étaient censés être des partis nationaux, arabes, socialistes, laïcs, etc. Je suis désolé, mais c'est quand même ça les fondamentaux. Et quand on compare l'Égypte avec ce qui s'est passé après en Syrie ou dans d'autres pays du bassin méditerranéen, c'est assez édifiant. Et finalement, on n'a qu'une lecture partielle. Je ne sais pas si vous aviez vu le film La conspiration du Caire, qui montre bien comment finalement le politique s'entend très bien avec le militaire, avec le religieux, juste pour garder la place. Donc c'est juste un jeu d'acteurs, et c'est pas propre d'ailleurs au bassin méditerranéen. Dans la bagnole, on parlait du Gabon, ou on pourrait parler de la Guinée, tiens, voilà les deux exemples qu'on a évoqués ensemble. Voilà, c'est juste un échange, on dirait en anglais same script, different cast. On change d'incarnation, mais c'est le même système, militaire, civil ou religieux. Et donc, en Égypte, ce qui est fondamental dans la compréhension de ce phénomène, c'est que, oui, bien sûr, l'armée est un pilier central, et que c'est propre à la création même de la République d'Égypte, que finalement, tous les présidents, sauf Morsi, ont été des militaires, et on sait pourquoi Morsi n'est pas resté, de fait. Pourquoi, finalement, l'armée, elle exerce une tutelle institutionnelle sur l'ensemble des pouvoirs. C'est encore un jeu de rôle, un jeu d'acteur, et c'est propre d'ailleurs à l'exemple que tu donnais de l'Algérie, sur le poids économique. Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup d'analystes politiques sur les médias qui essaient d'expliquer ce qui se passe en Iran. Je crois qu'ils n'ont pas encore bien compris ce qui se passe en Iran. L'Iran, ce n'est pas des religieux, des militaires. Les CGRI, le corps des gardiens de la révolution islamique, c'est des mecs qui font du business, et pas à petite échelle. Donc, à un moment donné, si on n'analyse pas l'enjeu de l'accaparement, de la prédation, notamment des richesses, et comment cela est structuré par l'État militaire, religieux d'une certaine manière, même si tout ça est un écran de fumée aussi, bon, voilà, je pense qu'on passe à côté. Et qu'est-ce que cherchent les États dès l'instant où, à un moment donné, ils ont la main sur le système étatique? C'est de garder la main sur l'ordre, et qu'il n'y ait pas une tête qui dépasse, et qu'à chaque fois qu'il y a eu des mouvements de population qui se sont exprimés, et vous vous rendez compte le service que Trump a rendu à ces gens-là en intervenant comme il l'a fait hors de tout cadre légal international. De les maintenir, ouais. Non seulement ça, mais de les renforcer. Qu'il ait perdu de son influence et que la domination américaine soit morte, et définitivement enterrée, ça faisait quelque temps qu'on l'avait identifié. Mais le pire, c'est le fait qu'il renforce les intérêts du CGRI, des grands oligarques iraniens qui continuent à dealer tranquillement avec toutes les forces et les puissances de la région, à commencer par ceux qui sont censés être leurs adversaires. C'est ça qui est très intéressant dans la compréhension. L'Égypte, c'est pareil. Le poids économique des proches de Sisi, la construction de la nouvelle capitale, puisqu'en fait le complexe militaro-industriel il détient toutes les parts du BTP, etc. Ça vous rappellera l'Algérie et plein d'autres pays du bassin méditerranéen. En fait, ils contrôlent tous les secteurs d'investissement, de construction, l'énergie, etc. Et quand on bascule sur Israël, c'est intéressant. D'autant plus qu'on veut nous vendre l'idée d'un pays, voilà, je veux mettre les guillemets qu'il faut, qui est un modèle de démocratie au milieu d'un océan d'autocratie, blablabla. Ça fait 25 ans que l'État de droit est attaqué systématiquement par les gouvernements israéliens, et notamment par l'extrême droite messianique, raciste, bref, de Netanyahou et consorts. Mais en fait, intrinsèquement, dans l'État d'Israël et sa proclamation, il y a cette dualité, cette conflictualité entre des intérêts différents. Et quand on lit la presse aujourd'hui, lisez ce qui se passe dans la campagne électorale, Netanyahou va encore gagner. Parce qu'en fait, le débat sur les inégalités, la fracturation de la société, les tribus qui ont formé un État, etc., tout ça, ça n'est même plus d'actualité. Et ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui vont vous parler de l'occupation israélienne des territoires occupés, qui vont vous parler des inégalités dans la société israélienne, de la déconstruction de l'état de droit, parce que c'est un état de droit à la base. Ils ont la chance de faire 5, 10, 15, allez peut-être, on va être gentil pour que Émilie soit élue, on a une copine qui est sur la liste de Yair Golan, les démocrates israéliens, les 14e, on lui souhaite d'être élue. C'est la seule qui parle de tous ces sujets-là, mais les 14e, parce qu'au départ elle était 7e, parce qu'on a dit non mais tu comprends, il faut que les autres soient devant. Les autres, c'est les intérêts, les tribus, les communautés, c'est flippant.
Et donc j'en reviens à ce qu'est Israël. Le rapport avec l'armée, notamment le fait que ce soit un pays de la conscription obligatoire dès 18 ans, est un phénomène qui construit la société même israélienne. Quand vous parlez avec un Israélien, il est une femme, un homme, sauf, et vous allez comprendre pourquoi, il est religieux, les plus extrémistes n'ont pas l'obligation de s'engager dans le Sahel. Et que finalement, le fait que ça devienne un État religieux, parce que ça aussi, c'est écrit, hein, donc on peut polémiquer pendant des heures. 2018, révision de la loi fondamentale portée par Netanyahou et les mêmes partenaires qu'il a aujourd'hui. 2018, foyer l'État de la nation juive avec la pression donc, des extrémistes juifs. Et donc la confusion de l'armée, de la religion et de l'État, à un moment donné, elle est aussi avérée au sein d'Israël. Parce que finalement, Tsahal est considéré comme l'armée du peuple, qui est censée être l'armée de l'indépendance, de la création d'un État foyer des Juifs du monde. Et puis, l'armée, elle décide de beaucoup de choses. Mais regardez, même les dirigeants. En parallèle de l'Égypte. En Israël, faites la liste des premiers ministres et des leaders politiques, ils sont tous au moins des généraux 4 ou 5 étoiles de Tsahal. Tous. Sans exception. Et ça dit aussi quelque chose de l'influence de l'armée, de l'influence des réservistes quand ils ne sont plus engagés, de l'influence que ça peut donc constituer pour un tremplin politique, comme je le décrivais à l'instant. Et puis, comment finalement, il y a une seule exception, c'est les ultra-orthodoxes, qui n'ont pas l'obligation de... Et c'est à chaque fois que la question de les obliger à revenir revient, bizarrement, il y a des élections qui arrivent, et donc l'extrême droite et la droite, hein, parce que c'est la même chose, comme dans beaucoup de pays malheureusement, se retrouvent dans cette situation où ils considèrent que le débat doit se faire autour de l'obligation de la conscription des religieux. Je ne vous parle même pas de la place des femmes, qui en fait là-bas est une avancée réelle, mais en réalité pour reproduire les mêmes schémas, et surtout le rapport de l'armée de Tsahal, du complexe militaro-industriel avec les intérêts économiques et l'oligarchie, qui sont totalement confondus. Il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, hein. L'argent n'a pas d'odeur, donc aussi se dire les choses. Je vais vite, parce que je pourrais rentrer dans les détails si vous le souhaitez sur comment tout ça se concrétise dans ces différents pays. Moi, ce qui m'a beaucoup aussi marqué quand je suis retourné récemment donc, à Tel Aviv et à Ramallah, c'est en fait comment finalement, même le complexe militaro-industriel, notamment dans son essence technologique, nouvelle technologique, numérique, sécuritaire, est aussi intrinsèquement lié à l'armée, aux religieux et à un récit politique qui en fait qu'on ne revient pas en arrière sur ce qui est en train de se passer, et c'est assez inquiétant. Dernier élément d'illustration, je vais peut-être aller plus vite, c'est celui de la Turquie. La Turquie, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on a eu ce récit, qui est quand même un récit très romancé, du kémalisme, en nous expliquant que c'était finalement une vision républicaine, laïque, quelle blague. Et en fait, quand Erdogan réussit le tour de passe de diriger le pays pendant près de 20 ans sans coup d'État, il le fait parce qu'il passe un deal avec les militaires. Et c'est si vrai qu'il passe tellement un deal qu'en 2007, les mecs se disent « Merde, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas essayé de reprendre le pouvoir, et donc on va essayer d'organiser les choses, parce qu'on sent aussi qu'il y a un sujet de succession, parce que Erdogan, c'est un pouvoir extrêmement centré, comme dans les pays que je viens de décrire, autour d'une personne. Et donc, il nous explique, Erdogan, il dit que c'est un coup d'État fomenté par les universitaires. Mon Dieu, les gens qui pensent. Alors qu'en fait, c'est un coup d'État militaire. Pourquoi je fais un peu d'humour et de sarcasme? Parce qu'en fait, c'est un jeu de rôle. Et quelque part, quand Erdogan, aujourd'hui, il a créé des conditions de l'interdiction du principal parti d'opposition, le CHP, qui aujourd'hui n'existe plus, ou en tout cas c'est un ersatz de CHP, dirigé par Kılıçdaroğlu, l'ancien candidat qui a été plus à droite que Erdogan pendant la dernière campagne présidentielle, en reprenant le discours de l'identité raciste, l'identité turque, avec une posture très raciale. Ce qui est terrible dans ce qui se passe en Turquie, c'est que la répression est exactement la même qu'il a pu mener Erdogan contre ses propres adversaires dans les années 2000-2010,
Il a d'abord lisé des syndicalistes, des associatifs, les universitaires, il s'en est ensuite pris à un certain nombre d'opposants politiques, et quand il a commencé à emprisonner des Mistache, le maire kurde, qui était un de ses principaux opposants plus au sud, quand il emprisonne Imamoglu 10 ans plus tard, l'année dernière, il ferait des témoins parce qu'on était à Istanbul pour le soutenir. C'est exactement les mêmes principes. Il veut garder le pouvoir, il se donne les moyens de le faire, et il change de visage. Un coup, il va être islamiste, un coup, il va être nationaliste, un coup, il va être sur une posture d'incarnation d'un État fort. Et donc, moi, ce que je voulais retenir de ça, avec vous, c'est que le sujet religieux, le sujet militaire, le sujet politique, judiciaire, toutes les incarnations de ce qu'on attend de l'État, c'est juste une question d'opportunité et de moment pour se maintenir en responsabilité. Voilà ce que je peux vous dire sur les différents pays et regards qu'on a voulu porter avec Fred, mais je crois que c'est important qu'on ait surtout la discussion ensemble pour essayer de comprendre quelles leçons on peut en tirer et comment on peut démanteler, déconstruire cette concentration des pouvoirs dans les mains d'une seule personne qui porte différentes casquettes. Merci Dylan. Je rebondis avec une autre question. On va ouvrir après le débat. Je m'excuse. Tiré des deux premières communications, justement. On va essayer d'approfondir un peu la question sur l'élite économique. Warning, attention quoi. Il doit y avoir des garde-fous au pouvoir pour empêcher, et on peut parler de plein d'autres sujets, la concentration des médias, etc. Il faut des contre-pouvoirs. Une société sans contre-pouvoir, c'est une société qui va être accaparée, et en général, soit c'est le religieux d'abord, comme en Iran, soit c'est l'armée d'abord, comme en Algérie, mais là aussi c'est un jeu de dupes. Derrière l'armée ou derrière le religieux, il y a surtout des gens qui s'accaparent les ressources. Et le dernier point, c'est le rôle des puissances extérieures. Parce qu'effectivement, ça existe aussi, l'interventionnisme, notamment, on peut se rappeler de 2011, vague révolutionnaire dans le monde arabe, énormément d'espoir à ce moment-là aussi, et l'intervention franco-anglaise en Libye notamment, le jeu des acteurs extérieurs en Syrie aussi, notamment avec la Russie. Enfin, je ne détaille pas tous les points, mais il y aurait de quoi faire sur chaque pays, mais ça joue aussi. C'est-à-dire qu'on est dans une géostratégie mondiale qui fait en sorte que tel ou tel pays va être défendu ou attaqué par d'autres. Donc il y aura le canal de Suez en Égypte, il y aura des intérêts mondiaux pour faire en sorte que le canal soit contrôlé ou pas par des personnes qui soient plutôt favorables à vous ou pas. Voilà. Et bon voilà, pour moi les 5 éléments majeurs, c'est cela. Moi, je réponds en partie à la question d'Aïssa, mais je voulais partir de ce que Fred vient d'illustrer sur les influences ou les tentations d'ingérence étrangère et les tentations d'expansionnisme, voire de colonialisme. Il y a 3 exemples que je veux mettre en avant. C'est que quand on lit ce que dit le régime de Tebboune, ce que dit par exemple Netanyahou, ou la manière dont Erdogan s'exprime sur leur velléité expansionniste ou d'influence dans leurs régions respectives. Vous avez remarqué depuis 2 ans que le gouvernement français est passé d'une forme de critique de la revendication territoriale du Maroc sur le Sahara occidental à une forme d'acceptation qui était la contrepartie d'une visite d'État, de nombreux contrats et donc d'un réveil de l'économie marocaine qui, on l'a vu sur les plages de Ceuta, a visiblement beaucoup bénéficié aux populations marocaines. Moi, ce qui me choque dans l'analyse qu'on ne fait pas en France, c'est que on ne regarde pas ce que sont nos propres turpitudes sur ces questions-là et nos propres responsabilités, et que finalement, moi, je condamne totalement les velléités des uns et des autres de dominer des territoires qui ne leur appartiennent pas, et il y a encore aujourd'hui des dominations coloniales qui méritent d'être questionnées.
Ceuta, Melilla, autant que d'autres territoires aujourd'hui considérés encore comme des territoires colonisés en France. Ça fait partie du débat, notamment du point de vue du droit international. Mais ce que je veux juste dire, c'est pas un sujet proprement franco-français ou franco-algérien, c'est un sujet mondial. Mais quand on n'est pas capable d'avoir l'analyse de ce que représente l'intérêt pour l'Algérie d'avoir une capacité à rayonner et à influer, à dominer le Maghreb, que ce soit dans ses rapports avec les putschistes du Sahel, que ce soit dans ses rapports avec des gens qui ont eu une tentation de vouloir se maintenir au pouvoir, je pense à Issoufou par exemple, au Sahel, qui a fortement contribué à déstabiliser la région en soutenant le renversement de Mohamed Bazoum. J'en ai parlé avec lui en tête-à-tête il y a quelques mois, je peux vous dire que ça m'a rappelé ma discussion avec l'ambassadeur de Chine quelques jours après. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se dire des choses. En fait, là-dessus, il faut qu'on soit clairvoyant et sérieux. On a une responsabilité pour dire qu'aujourd'hui, ce qui pousse à des velléités d'expansion et coloniale, que ce soit en Algérie, en Israël ou en Turquie, c'est aussi le désordre du monde. C'est qu'en fait, il n'y a aucune régulation. C'est qu'on n'est pas capable de construire des espaces politiques qui construisent, à un moment donné, toi tu parles des contre-pouvoirs à l'échelle d'une société, moi je parle de régulation au niveau régional et international. Les mêmes qui aujourd'hui poussent plus leur avantage au nord, Israël, du côté du Liban, ou plus à l'est, plus au sud, du côté de la Cisjordanie. Et je vais donc donner l'exemple pour terminer de la Turquie, de la Syrie et des territoires kurdes, c'est qu'en fait, ils profitent de notre propre faiblesse collective. Et donc si on est dans les militants de riposte internationale et qu'on est plutôt en phase, même si on a des histoires, des cultures, des liens, des relations différentes avec ces différentes situations et ces pays, il faut qu'on reste fort et ferme sur nos positions. Et je vais vous dire une chose, moi, quand Fred est régulièrement attaqué, et je dis bien attaqué, menacé, mis en situation de devoir créer un site internet pour pouvoir continuer à s'exprimer sur les réseaux sociaux parce qu'il est obligé régulièrement de piratage, de tentatives de le faire taire. Que moi je suis menacé tantôt par des amis turcs, que tantôt je suis menacé par l'ambassadeur chinois ou l'autre. Je pense que ça confirme une seule chose, c'est qu'on a raison et que ça les emmerde. Et qu'il faut continuer à affirmer ce qu'on dit. Mais il faut continuer à l'affirmer en plus en ayant une posture qui soit constante. Ce qu'on dit sur ces situations-là, il faut qu'on le dise pour toutes les situations similaires. C'est pour ça que moi je pense que c'est important qu'on se dise, là en parlant du bassin méditerranéen, que les règles qu'on applique du point de vue du droit international, on ait la même exigence sur ce qu'est l'état de droit, la séparation des pouvoirs. Et pour répondre très précisément à ta question, moi ce qui me marque dans les alliances militaro-technologiques et religieuses, c'est qu'en fait, ce sont les mêmes intérêts économiques. C'est le capitalisme dans tout ce qu'il a de plus immonde, c'est-à-dire sa capacité à avoir plusieurs têtes, plusieurs incarnations. Et donc le sujet, c'est l'argent. Le sujet, c'est l'argent roi. Le sujet, c'est à quel moment, nous, on se donne aussi les moyens, français, européens, militants internationalistes, de dénoncer ça. Parce que ce qui s'est passé dans toutes les situations de coup d'État, de tentatives, de tentations expansionnistes, voire de guerre illégale, en fait, c'est les mêmes situations, les mêmes leçons qu'on doit apprendre de ces conflits. Et on n'a pas. Et le problème, c'est que nos responsables politiques, moi, si demain j'ai la chance d'être élu parlementaire, je pense que je tiendrai ce discours-là partout. Parce que c'est ce qui fait notre crédibilité. Ou alors, je m'intéresserai à d'autres sujets. Mais ce que je veux dire, c'est si on va sur ce terrain-là, si on veut convaincre des citoyens de s'engager et de continuer ces batailles-là, il faut peut-être qu'on soit exemplaire. Et clairement, quand je regarde les grandes puissances économiques qui aujourd'hui régulent notamment les échanges commerciaux entre l'Algérie et le reste de l'Afrique ou du bassin méditerranéen, ou ce que sont les relations économiques de l'Égypte. Mais regardez, ce sont les mêmes investisseurs. Et il y a même parmi eux, en plus, la tarte à la crème de l'hypocrisie, c'est quand on voit les investisseurs israéliens, américains, russes. Il ne faut pas être naïf. Aujourd'hui, quand vous regardez les investissements russes en Israël, dans la tech, je veux dire, c'est pas vrai. Quand ces mêmes pays signent des accords d'Abraham, moi, en ce moment, vous savez, la grande frayeur qu'a suscité l'accord, en plus j'adore parce qu'ils se sont
amusé à signer un ABEC, histoire de faire peur à tout le monde, entre les Pakistanais, les Saoudiens et les Turcs. Moi, je trouve que c'est un coup de génie. Par ailleurs, Erdogan est loin d'être imbécile. De signer un accord politique avec ces trois puissances-là pour bien contrebalancer le fiasco total des accords d'Abraham, l'affaiblissement des États-Unis, le silence complice des Européens. Moi, je dis chapeau, les mecs. Je ne suis pas d'accord avec les Turcs qui envoient un espèce de danger parce que c'est un accord militaire. Enfin, les mecs qui profitent du vide laissé par l'inconséquence et l'irresponsabilité. Merci Dylan. On est le 20 août et ça nous rappelle deux dates très importantes pour les Algériens. Le 20 août, aujourd'hui, c'est le centenaire de la naissance de Hosseini Ahmed, un des précurseurs du mouvement des droits humains en Algérie, mais aussi de l'opposition en Algérie, membre de l'internationale socialiste. Mais aussi, ça nous rappelle le congrès de la Souma, qui disait clairement, et c'est le sujet pourquoi l'armée des frontières exactement ont eu à opérer ce coup d'État contre le GPRA et contre la souveraineté du peuple algérien. Le congrès de la Somme qui a consacré la primauté du politique sur le militaire. Et on est plein dedans. Oui. On célèbre aussi la journée de la grande offensive du Nord-Offensive. Je m'adresse à M. Fred, c'est ça? Je me permets. Juste une petite observation, c'est pas une remarque. C'est que pour moi, ce n'est pas l'armée qui détient la force légitime de l'opposition, c'est les États. Oui, vous avez dit l'armée. Oui, mais pas non, ça paraît évident. Je dis ça peut être la gendarmerie, ça peut être n'importe quoi. Cependant, on ne peut pas traiter le problème de l'Algérie dans un contexte méditerranéen, vous l'avez évoqué d'ailleurs, uniquement sous le prisme de l'armée, des pouvoirs militaires et de l'oligarchie. On prend l'Égypte, c'est le roi Farouk, dépossédé de son royaume. Idriss, la révolution du 1er septembre 69 de Kadhafi. Tandis que l'Algérie, après une longue nuit coloniale, c'est une guerre de libération nationale. Ce n'est pas à comparer, c'est impossible à comparer. Il y aura des parallélismes de forme, ça je vous le concède volontiers, mais le cas algérien est un cas particulier. Je ne veux pas dire que nous, en tant qu'Algériens, on est toujours particulier, hein. C'est pas ce que je dis du tout. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une autre approche qui doit être faite. Et comment analyser le phénomène parce qu'en fait, Aïssa vient de parler de 54, de Hosseini Ahmed. Pour nous, le proto-État, c'est 62. C'est pas avant. Il a parlé du coup d'État contre le GPRA. Je suis d'accord avec toi. Il y a eu un précédent coup d'État contre le CNRA au Caire. Donc, nous n'allons pas revenir dans les problèmes de la révolution algérienne. Mais pour comparer la Grèce, c'est pas comparable. Avec l'Algérie, c'est pas possible. Vous prenez la Turquie non plus, ça a commencé par l'émergence d'Atatürk et des petits généraux à partir de la bataille des Dardanelles. Vous êtes historien. Et c'est remonté pour en faire, vous dites que Dylan a parlé de. C'est un sujet tellement vaste, on peut le voir de manière holistique, comme je dis souvent. Dylan, je perds de fil, il a parlé de quoi déjà qui m'a parlé. Ah ben bon, je vais revenir. Je ne vais pas être trop long, excusez-moi. Le Liban, la Syrie, vous n'avez pas fait référence à ça, explique la responsabilité des puissances étrangères est manifeste. C'est important. Donc on ne peut pas traiter l'armée, les oligarques, le fric, la religion, tout ça. Et bien évidemment, je connais bien, j'ai vécu 60 ans de ma vie en Algérie. Je suis un petit militant politique, mais quand même, on ne peut pas comparer les situations. Et comment vous dire vous avez parlé de la Grèce, vous avez parlé de. On n'a pas parlé de la Syrie, vous avez parlé de l'Irak, la création de l'Irak. Dans quelles conditions elle s'est créée? Gertrude Bell, c'est pas Laurence d'Arabie. C'est toutes ces questions, c'est tellement vaste qu'il faudrait peut-être avoir une approche dans la discussion, je veux dire. L'armée, c'est évident, je veux dire. Les pouvoirs politiques, c'est évident. La manipulation des puissances étrangères, c'est évident.
c'est évident. Mais il faudra savoir détricoter tout ça. Est-ce que, j'allais dire, un Vatican II politique s'impose? J'en sais rien. Mais bon, voilà. Merci pour votre attention. Merci. Oui, merci de votre intervention. Justement, en fait, je n'ai pas été clair, mais moi j'ai insisté justement sur les différences qu'il y avait entre ces différentes situations, justement. Et effectivement, c'est pour ça que je disais que la Grèce ne peut pas se comparer à l'Algérie. Après, ça me donne envie, comme j'ai l'esprit de contradiction, d'insister maintenant sur les points communs, parce qu'il y en a aussi. C'est-à-dire que la particularité, c'est que l'armée, par exemple, elle intervient rarement seule. Quand elle intervient, c'est qu'il y a une sorte de feu vert, soit de certaines institutions politiques, soit de l'écroulement ou de la faiblesse d'un État. Ça répond à une situation, cette faiblesse d'un État, elle peut être aussi à l'origine d'un affrontement ou d'une intervention extérieure notamment. L'autre point commun qu'il peut y avoir, c'est que le militaire peut parfois être démocratique. L'institution militaire, elle est nécessaire à l'État. C'est là où on a du mal à se comprendre. C'est-à-dire que l'armée, c'est le bras armé de l'État. Et normalement, il dépend de l'État. Alors, j'ai peut-être pas été clair là-dessus. Elle est même indispensable à l'État. Un État sans armée, bon, à part Monaco peut-être, mais ça n'existe pas, quoi. Et encore, même Monaco a une armée. Mais par contre, le pouvoir militaire n'est pas forcément démocratique. Parfois, il n'est même pas du tout. Et là, on assiste dans ces cas-là à une militarisation du politique. Alors, ça passe parfois par un coup d'État d'un militaire, comme ça c'est encore plus clair, mais pas toujours. Parfois c'est plus insidieux que ça. Et la dernière chose, la légitimité militaire, elle est quasiment toujours la conséquence d'une légitimité de crise. Et s'il n'y a pas de crise, si l'armée veut prendre le pouvoir quand même, elle la crée. Elle est nécessaire. Le vrai faux coup d'État contre Erdogan, c'est une leçon en la matière. Hein. C'est vraiment c'est à étudier dans toute. C'est le Machiavel 2 là pour le coup. Hein. C'est vraiment une grande réussite à ce niveau-là. Ouais, je voulais, parce que je trouve que tu as raison de souligner le fait qu'il ne faut pas avoir une lecture du moment coupée de la perspective historique longue, incontestablement. C'est un parti pris, on s'est dit on va essayer d'apporter un éclairage sur ces 10-15 dernières années. Et on n'est pas remonté jusqu'aux indépendances, que je mets entre guillemets, ni encore moins au phénomène de quel est encore aujourd'hui le poids des États qui sont des anciennes puissances coloniales. Tu as complètement raison, je te rejoins complètement. Et c'est d'autant plus vrai que quand tu regardes aujourd'hui l'hypocrisie des puissances occidentales, britanniques, françaises, et autres, dans par exemple le conflit au Proche-Orient ou le conflit au Moyen-Orient, non seulement elles sont malhonnêtes, mais elles sont encore à l'œuvre aujourd'hui dans les tentatives de placer leurs intérêts. Je vais vous donner une illustration. Quand on était l'année dernière avec nos parlementaires de toute la gauche française au Rojava, donc au nord-est de la Syrie, territoire kurde, on a eu des contacts avec le Quai d'Orsay pour préparer notre déplacement, pour dire qui on allait rencontrer, quel était l'intérêt qu'il y ait une délégation de la diplomatie parlementaire, communiste, socialiste, écolo, je crois que j'oublie personne, insoumis. Oui, c'est vrai, il y avait Thomas. On a même partagé la chambre, comme dirait le Nouvel Obs, qui avait dit les socialistes et insoumis font chambre commune. Je crois que les soucis reviennent même ici. Non, non, parce que le Nouvel Obs avait titré pour nous provoquer un peu les socialistes et les insoumis font chambre commune. Ce qui m'avait valu une petite blagounette le mardi matin en réunion de groupe à l'Assemblée par François Hollande. Dis donc, tu donnes de ta personne. Bref. Il est toujours aussi et drôle. Enfin, il n'est que drôle en fait. Donc, c'est pour le direct, donc on va arrêter. Plus sérieusement, c'est pas un secret, c'est dans la presse. Donc, plus sérieusement,
Non, ce qui est intéressant dans ton questionnement, c'est que bien évidemment, ce qu'on appelle puissance étrangère ou influence étrangère, ça dépend comment tu te situes. Moi, je trouve que c'est ce qui me passionne dans l'échange qu'on a chaque année avec vous, et ce que j'essaye de chercher dans mon parcours politique, de responsable politique, c'est de ne pas être d'abord dans l'assurance de mes certitudes, et surtout de ne pas être uniquement de mon point de vue. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on ait ce travail de militants qui ont aussi une formation scientifique, universitaire, mais qui ont aussi des liens avec des acteurs syndicaux, des ONG, et pas que les politiques au sens des partis. Et c'est pour ça que l'illustration que je vais vous donner, c'est que quand on va cette première fois avec l'ensemble de la gauche française apporter notre soutien pour les 10 ans de la libération de Kobané à nos amis kurdes, on le fait pas seulement parce que les forces françaises étaient dans les forces qui ont libéré la ville contre Daesh, sous l'ordre de François Hollande, c'est pour ça qu'il y avait un lien entre les deux, mais non, sérieusement, on peut lui rendre certains crédits à son action diplôme quand même. Mais clairement, ce qui s'est joué cette semaine-là m'a fait comprendre la fois où on y est retourné, donc en janvier de cette année avec Anna Pic, au moment où les troupes d'Al-Shara, que je n'arrive pas à les appeler l'armée nationale syrienne, étaient Jolani pour les amis intimes, qui ont été dans la ville de Kamishlo, la capitale du Kurdistan, du nord-est du Kurdistan. Au-delà du malaise que moi je pouvais ressentir à voir des types avec les fanions de Daesh sur leur bagnole prétendre être l'armée nationale syrienne, c'est ce qu'on a raconté le soir même au ministre des Affaires étrangères Barrot pour lui dire ce ne sont pas tout à fait nos amis. Mais c'est surtout que on a cette capacité à se dire les choses au moment où la France, historiquement, fait son analyse critique. Mais ça n'empêche pas le président de la République d'avoir donné comme objectif de réouverture de l'ambassade à Damas uniquement par le biais business. Ça n'empêche pas le président de la République de nous dire par la voix de son ministre en janvier à l'Assemblée devant la représentation nationale, on est toujours des alliés aux côtés des Kurdes, et en même temps de leur rien faire techniquement, militairement, depuis les derniers bombardements franco-britanniques en janvier, puisque malheureusement le mandat de la force internationale contre Daesh est terminé. Moi, pourquoi ces deux exemples me servent de leçon, c'est qu'en fait, on ne peut pas se départir de ce qui est notre responsabilité historique, et moi je ne cherche pas à l'éviter, mais j'essaie juste de voir dans quelle mesure, à l'avenir, on peut constituer une force d'appui qui peut dire des choses, qui peut continuer à ouvrir des portes. Et clairement, moi, ce qui m'a le plus révolté, c'est que les personnes qu'on avait vues un an avant, les personnes, populations déplacées depuis Afrin, au nord-ouest syrien, zone occupée par les Turcs aujourd'hui, qui ont été déplacées jusqu'à Kamishlo, pas plus tard que l'après-midi même où les forces rentraient dans Kamishlo, les forces syriennes, encore une fois. Il y a une famille, moi, un monsieur qui m'appelle, Fred, il est témoin parce que ça m'a bouleversé le soir même. Il a couru vers moi en disant « Monsieur, on s'est vu l'année dernière à Raqqa, vous nous aviez promis que les Français ne vous laisseraient pas tomber. » J'avais pas tout à fait promis ça parce que je ne me sens pas l'âme d'un Jean-Noël Barrot, parce que je le trouve tellement puissant et charismatique que j'ai peur de ne pas pouvoir lui ressembler. Mais sérieusement, je me dis, non mais en fait ces gens disent des choses et ne le font pas derrière. Et donc je le dis avec d'autant plus de liberté que je pense que notre rapport à l'histoire, il est totalement, aujourd'hui, il est assumé, il est intégré dans notre esprit. Mais c'est vrai que tu as raison de dire qu'il faut le redire, il faut le repréciser, et que les relents coloniaux ne sont pas terminés, qui matricent une bonne partie de la diplomatie française. Et voilà ce que je voulais vous dire sur ça, c'est qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on vit comme étant un non-dit ou un inconscient. Mais effectivement, tu as raison de rappeler qu'il faut l'avoir à l'esprit et le formuler. Saïd après Taj. Bonjour tout le monde, merci d'être venu à notre université d'été. Voilà. Donc moi, j'ai quelques questions. La première, par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, par rapport à la guerre contre l'Iran. Ma question, la défaite entre parenthèses américano-israélienne contre
environ, est-ce que ça va changer quelque chose dans les rapports de force au Moyen-Orient? Deuxième des choses, vous avez dit, M. Bouteflika, la question saharaui avec la question Ceuta et Melilla au même niveau. Voilà. Donc, est-ce que vous considérez que la position de Macron qui a reconnu la marocanité du Sahara, elle n'est pas en violation par rapport au droit international? Deuxième des choses, je remets en cause que, c'est pas que je remets en cause, c'est juste qu'il y a un regard, parce que Ceuta et Melilla ne sont pas inscrites au bureau numéro 4 de la Commission des Nations Unies pour la décolonisation. Donc le Maroc n'a jamais réclamé la décolonisation de Ceuta et Melilla. Troisième question, toujours dans le même sillage. Est-ce que vous êtes, parce qu'on ne vous a pas entendu, est-ce que vous êtes ceux qui soutiennent Sanchez ou bien contre pour la sortie de l'Espagne de l'Union européenne? Merci. Non, c'est pour la sortie de l'espace Schengen. Schengen. Ceux qui ont réclamé Personne réclame qu'ils sortent de l'Union européenne. C'est l'état d'adresse. Les fascistes pour les deux questions. Alors, bon, je fais simple, juste deux ou trois mots au sujet de l'intervention. Moi, je parle assez, en tout cas, c'est très clair. Alors, simplement pour dire, évidemment, que je partage complètement, pleinement l'approche substantielle des phénomènes sociaux et politiques, pas seul le croisement d'une approche à la fois historique, politique, religieuse aussi, mais aussi sociologique et anthropologique, permet de saisir les phénomènes sociaux et politiques de plus près. Si on combine toutes ces approches, ça a été fait, on peut comprendre comment un phénomène peut évoluer, quelles sont les étapes et comment il s'est transformé aujourd'hui et pourquoi il a donné tel ou tel résultat. En ce qui concerne justement la question du pouvoir et pourquoi un pouvoir militaire, il faut saisir aussi par l'anthropologie culturelle. C'est-à-dire que la matrice, en fait, la mémoire politique va enregistrer que pendant les conquêtes de l'islam au 7e siècle, c'est à partir de la grande garnison de Médine que le prophète a conquis et a brisé la première dynastie sassanide. C'est à partir de la grande garnison de Médine qu'il a conquis Byzance. C'est à partir de la grande garnison de Médine qu'il a conquis l'Égypte. Et c'est à partir de la grande garnison qu'il a construit l'une des plus grandes garnisons de la péninsule arabique. Donc la mémoire collective dans le monde musulman enregistrée, c'est par l'armée qu'on gagne. Tous les islamistes l'ont oublié, c'est d'abord d'avoir une puissante armée. Et les dirigeants en 62 étaient imprégnés de cette idéologie islamiste parce qu'ils ont été formés en Égypte. L'influence de l'extérieur, et notamment Boumediene et l'association des Oulémas, ont été formés par la confrérie des frères musulmans. Le plus grand formateur des étudiants qui étaient au Caire, c'était suite à un accord entre l'association des Oulémas et la confrérie des frères musulmans, c'était Sayyid Qutb. C'est Sayyid Qutb, c'est-à-dire le successeur de Hassan Benna. Si on voit, enfin, si on oublie un peu cet aspect, la profondeur de l'influence religieuse, et ça a été très bien dit, et vraiment je partage cette approche substantielle des phénomènes sociaux et politiques, c'est à partir de là qu'on peut comprendre un phénomène, comment il se construit, structure, pour prendre aujourd'hui l'ampleur et l'importance d'un pouvoir militaire dans le cadre de l'Algérie, c'est l'objet de notre rencontre. Deuxième réflexion, je souhaite aussi, je partage vos analyses, c'est le fait de dire que l'armée, effectivement, en Algérie, elle a spolié les Algériens deux fois. D'abord, il faut repréciser que l'ancêtre de l'ALN, c'est les civils, c'est l'OS. C'est l'organisation spéciale du PPTLD de 1947, au congrès élargi, au commission élargi. À Bellecour, c'était des civils, c'est Louis Del, des tribunaux de Maroc, etc., qui ont mis en place l'OS. C'est ça l'ancêtre de l'ALN. Et cet ancêtre de l'ALN, c'est d'abord les civils qui l'ont mis en place. Deuxième chose, le recrutement. Attendez, que le recrutement, il ne se fait pas, on n'a pas recruté de baroudeurs, on a recruté des militants politiques. Et les militants politiques étaient formés par Louis Del et Ahmed. Il n'avait pas recruté des baroudeurs, il a dit, moi, ce qu'on voulait à travers eux, c'est d'abord de recruter des politiques, des cadres politiques. La formation militaire était accomplie par Cobus, dans la ferme de la Infla.
c'était très court. Donc à la base, c'était civil. D'abord, première spoliation, c'était les civils qui étaient à la base de cette armée. Deuxième spoliation, et la plus importante, c'est la victoire du peuple algérien qui est complètement absent dans l'historiographie officielle. Ce n'est pas l'armée qui a gagné, c'est complètement un mensonge. L'ALN a été écrasé depuis les opérations Maurice et Charles. Il ne restait plus rien dans les maquis. La victoire était politique et diplomatique. La grande victoire, c'est le GPRA qui a gagné en négociant très fortement avec Jox. Et ils ont réussi évidemment à récupérer le Sahara parce que l'enjeu central, c'était le Sud, c'était le Sahara. Toute la question était d'avoir l'intégralité du territoire. Tout le Sahara, parce qu'on avait créé, généralement, on a créé même un ministère des Oasis et du Sud pour séparer le Sud du Nord. C'était ça le véritable problème. Voilà. Donc ce sont les civils qui ont gagné. Et aujourd'hui, les femmes et le peuple algérien sont complètement absents de l'historiographie officielle. C'est ça en fait la double spoliation dont je parlais, et c'est ça qui explique aujourd'hui la suprématie de l'armée. Et cette armée, malheureusement, elle n'a pas une grande culture. On est encore dans la conception de l'influence étrangère, et vous en parlez très bien. C'est le panarabisme de Nasser, c'est-à-dire qu'il faut faire comme Nasser, faire un coup d'État contre Pharaon. Donc tous les régimes qui sont installés en Syrie, par exemple, où il n'y avait pas le roi Faisal, a été écarté en 1920. Par contre, en Irak, c'est 58. Donc il fallait évincer complètement les monarchies qu'on classait au cours des années 70, régime progressiste et régime réactionnaire. Pour des gens comme Boumedienne, tous ces régimes-là, ce sont des régimes. Les monarchies, c'est des régimes réactionnaires parce qu'elles travaillent avec l'impérialisme. Alors qu'aujourd'hui, la figure de stabilité, ce sont les monarchies. Ce n'est pas les républiques de Assad et de Boumedienne et de Kadhafi, etc. Ça, c'est au contraire. C'est l'image de la déstabilisation. Je termine juste d'un point. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Merci beaucoup. Moi, je pourrais encore t'écouter pendant des Un grand merci pour vos interventions respectives, vraiment. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais laisser la question de Sarah, oui, de Seda Medina aussi à Dylan. Je vais vous répondre rapidement justement sur ce que vous avez dit. Vous avez bien fait de le dire. Pour tout vous dire, j'avais prévu dans mon intervention de parler de ça aussi, mais je l'ai un peu, voyant le temps filer, je l'avais squeezé un petit peu. Mais c'est vrai que c'est fondamental. C'est-à-dire la profondeur historique, c'est quelque chose qui est vraiment important, et surtout les imaginaires des sociétés. Et c'est vrai que là, vous avez insisté sur le point religieux, justement, qui est fondamental là-dessus. Mais alors, pour apporter un contrepoint, c'est étonnant de comparer avec l'Occident. Parce que l'Occident, de son côté, avait, au Moyen-Âge, en tout cas, une séparation nette entre le peuple, le tiers d'État, le clergé, la noblesse, la guerre. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une période de dérapage là-dessus, où le clergé a pris les éléments du pouvoir militaire, avec la création des moines soldats, notamment pendant les croisades, et on en revient, je peux créer un ennemi extérieur, etc. Et en fait, il y a à la fois des différences fondamentales historiques, mais il y a les mêmes logiques derrière qui entraînent ces conséquences-là. Et après, ça permet une propagande, quelle que soit la période, sur les avantages ou les inconvénients de l'armée. Des choses qu'on entend encore aujourd'hui dans nos sociétés, par exemple, l'armée, c'est elle qui va donner le patriotisme aux jeunes. Vous l'avez souligné vous-même, le patriotisme, il peut naître des civils. L'action de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a des civils aussi, vous voyez. Et pourtant, on va mettre en place des éléments comme le CNU, etc., en disant voilà, ça va faire de nos jeunes des patriotes. Bon, c'est fou. Aussi, on va donner des éléments comme ça permet un mélange des genres, une sociabilité, une meilleure connaissance du pays, etc., etc. Et en fait, l'enjeu fondamental de tout ça, derrière tout ça, c'est l'enjeu de la mémoire, justement. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et il y a un problème avec les programmes scolaires en Algérie, mais il y a des problèmes aussi en France. Moi, je vais vous raconter ma vie juste 2 secondes, mais j'ai passé le concours pour être enseignant en 1999. J'ai failli démissionner en 2000. J'ai eu en 2000, j'ai commencé ma première rentrée scolaire.
quelques mois après, j'étais à 2 doigts de poser ma démission. Pourquoi? Parce que c'était l'époque où il y avait un ministre qui voulait imposer dans les programmes scolaires qu'on n'enseigne que les côtés positifs de la colonisation. Bien heureusement, c'est pas passé. J'ai pu, le grand plaisir de mes parents, continuer à être prof, mais voilà, c'est pas le sujet de la propagande et de la mémoire et comment elle est traitée, c'est quelque chose de fondamental là-dessus. Rapidement aussi sur la guerre au Proche-Orient, alors il y en aurait pour des heures, hein, mais sur l'influence actuelle de la guerre au Proche-Orient, moi je veux dire juste un élément, hein, les stocks d'armes. Quand on voit que les États-Unis ont vidé l'intégralité de leurs stocks pour une guerre inutile, sans aucun effet, je rappelle que le détroit d'Ormuz était ouvert avant la guerre, hein. L'enjeu aujourd'hui c'est de le réouvrir, pour dire à quel point c'était stupide quand même pour le coup. Bien entendu, ça a des conséquences sur non seulement le soft power des États-Unis, c'est-à-dire aujourd'hui soutenir les États-Unis quelque part c'est soutenir Trump, et il n'y a pas grand monde qui se jette là-dessus, mais ça a des conséquences concrètes. Hein. Cette nuit, Kiev a été bombardée. On doit, alors, je ne sais pas les derniers bilans, mais on doit approcher des 20 morts et la centaine de blessés aujourd'hui, je suppose, avec des batteries de missiles patriotes, enfin, des batteries de patriotes autour de la ville, mais sans missiles pour intercepter les missiles adverses. Donc effectivement, les conséquences, elles sont concrètes. Hein. Et là, pour le coup, la baisse d'influence des États-Unis, ça amène l'ensemble de nos sociétés à se poser la question de est-ce qu'on est capable de se gérer tout seul, tout simplement. Quoi. Et tu parlais des accords d'Abraham, ce qui était un pari assez étonnant de Trump, mais qui a pu donner l'impression de marcher au départ. C'est-à-dire qu'il y a quand même certains pays qui ont signé, ça peut donner un boost économique pour Israël, c'était évidemment du pain béni, et effectivement, aujourd'hui, on voit un retournement. Les pays du Proche et du Moyen-Orient, s'ils ont besoin de quelqu'un pour assurer leur défense, ils ne peuvent pas compter sur les États-Unis. Donc s'ils ne peuvent pas compter sur eux, sur qui ils peuvent compter? Donc forcément, ça rebat les cartes. Ça a montré toutes les limites des accords de défense, hein, que ce soit le Qatar, les Émirats, après, le Koweït et tout. Hein. Peut-être la France qui a un peu résisté avec sa base qui a été installée sous Sarkozy, elle a peut-être un peu échappé, mais pour le reste... C'était quand même bien naïf de la part de ces pays de penser que les États-Unis allaient les soutenir, et on peut rejoindre ce que disait Dylan sur le Kurdistan. Hein. Le Kurdistan, des amis de toujours qui sont battus contre Daesh au moment des attentats chez nous, et au moment où il faut compter sur nous. Une promesse. Voilà, à chaque fois, on les laisse tomber. Alors, la France n'est pas le pire, hein, parce qu'effectivement, Hollande avait promis d'intervenir et il s'est fait lâcher au dernier moment par Obama. On va faire l'histoire, mais pour le coup, du point de vue kurde, à chaque fois qu'ils ont besoin, voilà. J'étais en train de chercher dans ce qui m'avait permis de préparer mon propos introductif. En fait, en essayant de resituer ce que je voulais définir tout à l'heure par le capitalisme dans toutes ses acceptions, il y avait notamment ce que j'avais trouvé en travaillant, en réfléchissant un peu ce que j'allais vous dire sur la Turquie, ce qu'on appelle un capitalisme de connivence. Et je trouve que ce terme, alors je ne sais plus qui, je pourrais vous le redire, j'ai les différentes références. En fait, ce qui est intéressant dans l'analyse de ce qui se passe en Turquie, élargi à l'ensemble du bassin méditerranéen, ça illustre parfaitement ce que je vous disais tout à l'heure sur les intérêts qu'il y a derrière les différents visages du pouvoir, qu'ils soient militaires, religieux, politiques, judiciaires. Et quelque part, quand vous regardez notamment, on a organisé au mois de janvier au Sénat avec Fred et nos parlementaires du PS un forum sur notamment comment l'analyse critique que l'on pouvait porter sur le colonialisme français nous permettait ensuite d'avoir une analyse critique des impérialismes sous toutes leurs formes, chinois, russes, américains, israéliens ou autres. Et quelque part, une fois qu'on avait fait ce travail-là, on pouvait ensuite avoir un discours pragmatique, concret, sur ce qu'étaient les différentes formes de menaces hybrides que l'on pouvait subir, nous, nos démocraties, pour rejoindre ce que disait Fred, et notamment ce qu'on développe comme outil pour qualifier ou pas les ingérences, quelles sont-elles? Parce que
Je vais vous donner une autre illustration. Hier, je me suis amusé. J'ai des amusements assez terrifiants quand on y pense. À regarder sur le site du ministère des Affaires étrangères le programme de l'Académie de la diplomatie, je ne sais plus quel est le terme, qui se réunit tous les mois de septembre. Là, c'est plein de gens qui veulent être diplomates, qui sortent des grandes écoles et qui donc discutent avec des gens qui ont fait les grandes écoles et qui ont été diplomates et qui trouvent que ce qu'ils font est formidable. Je ferme la parenthèse sur le résumé de l'entre-soi du Quai d'Orsay, mais ce qui est terrifiant, c'est la programmation et les thématiques, la manière dont c'est abordé. Il n'y a pas un seul sujet sur la question économique. Il n'y a pas une seule problématique sur la distribution des richesses, sur l'accaparement des biens, sur la prédation d'un certain nombre de ressources. Et moi, ce qui est terrifiant, c'est que, alors, il y a des tartes à la crème sur le rôle des diplomates, le rôle des universitaires, le rôle des parlementaires, et la puissance, la vision, que dis-je, de la diplomatie française sur plein de pays qui ne la regardent même pas, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un choix politique. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Il y a des tables rondes avec des gens qui ont raison toujours, qui jamais se remettent en question sur leur propre échecs, je vais être poli. Thierry Breton, Pascal Lamy, des gens qui ont été directeurs de l'OMC, qui ont été vice-présidents de la Commission européenne, qui ne se remettent jamais en question sur les fiascos de l'Union européenne pour protéger nos droits, nos libertés, nos données, genre c'est toujours de la faute des autres. Et puis surtout, il n'y a absolument personne qui vient leur dire mais on fait quoi par rapport au rôle des multinationales françaises dans, par exemple, la captation des données qui sont collectées chaque jour par les polices fédérales de l'ICE aux États-Unis, qui sont en partie délivrées par les services de Capgemini, qui est une grande entreprise française, et que si nous n'avions pas fait ce forum avec Anne-Sophie Saint-Père, la journaliste notamment d'une ONG qui en fait travaille sur le rôle des multinationales dans le récit diplomatique et politique international, ben en fait, on ne l'aurait pas su. Et moi, je suis terrifié de ça, c'est-à-dire qu'en fait, non seulement on camoufle ça, parce qu'évidemment qu'ils le savent, mais en plus, c'est pas comme si on n'était pas vacciné. Cette année, en France, Lafarge a été condamné pour complicité de terrorisme. En Syrie, des dizaines de millions d'euros pour le complexe militaro-terroriste de Daesh. Et on continue. Des exemples comme ça, ça me permet de répondre aux questions sur les nouveaux rapports de force proche Moyen-Orient. Moi, ce qui me plaît dans notre échange, ce qui me plaît sur le fait que ce soit relayé, le fait que ce soit aussi des échanges qu'on a régulièrement sur la place publique, au sens propre et figuré, c'est que le niveau de connaissance et de compréhension de nos concitoyens a explosé. Je veux dire, le niveau de conscience politique. C'est pas forcément toujours dans le bon sens. Regardez la façon dont les MAGA progressent dans la tête des gens, comment les fachos progressent dans la tête des Français. Bon, bref, ce qu'on vit tous comme une souffrance. Les nouveaux rapports de force, c'est aussi le fait qu'on peut mobiliser bien plus qu'on l'imagine. On peut être capable d'avoir dans des mobilisations. Vous savez, moi, pour avoir été en Israël et en Palestine là, il y a quelques mois, les gens que j'ai rencontrés de Standing Together, Physicians for Human Rights, et tous ces réseaux israéliens qui dénoncent au quotidien la dérive de l'état de droit, la judiciarisation des débats politiques, la façon dont les militants qui dénoncent notamment les colons terroristes israéliens sont eux-mêmes menacés de pouvoir tout simplement en parler, s'exprimer, relayer ces crimes. Ça me donne foi en l'humanité. Clairement, c'est des femmes et des hommes qui ont un courage inimaginable et qui, en plus, prennent tout l'appareil d'État israélien sur la tête pour qu'ils se taisent. Parce que cet appareil, qui s'appelle police, armée, justice et j'en passe, ou médias, il est au service des intérêts dont je parlais. Quand vous atterrissez à l'aéroport Ben Gurion, autre illustration de ce qui est complexe,
militaro-industriel israélien et la façon dont il n'est pas démocratique. Émilie Moati, je cite encore mon amie Émilie, qui était notre invitée au campus l'année dernière, qui je l'espère sera députée à la Knesset dans quelques mois. Émilie me dit le soir, quand j'atterris à Ben Gurion, je lui dis c'est incroyable tous ces nouveaux bâtiments, ces entrepôts qui sont construits entre Ben Gurion et les frontières de la Cisjordanie. Parce qu'on les voit, en fait, il faut être débile pour aller voir. Hein. Et puis, c'est que des trucs blancs, gris, noirs. Il n'y a aucun signe au-dessus. Bon, les avions, on commence à deviner qu'ils sont un peu gris avec un peu US Air Force. Déjà, ça vous donne une indication. Et ils ne vous livrent pas de la bouffe. Hein. C'est tout le système de renseignement israélien qui aujourd'hui donne des moyens systématiquement qui vont directement dans les mains à des colons qui commettent les crimes, qui occupent la Cisjordanie, qui empêchent même la perspective de la solution à 2 États. Et quand je raconte ça à Émilie, je lui dis, mais à force, les dernières fois que je suis venu, ça n'existait pas. C'était des champs, d'ailleurs, entretenus par les Palestiniens. Et en fait, elle me dit, mais tu me croiras si je te le dis ou pas, je ne peux pas y accéder. Quand j'étais député à la Knesset, sous la législature Bennett-Lapide, je ne pouvais pas y accéder, je peux encore moins y accéder parce que je ne suis plus parlementaire. Mais imaginez ça. Je veux vous partager ça parce que le niveau de prise de conscience, il est très élevé. Le niveau de mensonge, de manipulation de ces intérêts puissants, économiques et étatiques, ils sont très élevés aussi. Dernier élément que je voulais partager avec vous sur il faut absolument qu'on soit les militants de la clarification sur ce qui relève du religieux et du séculaire. Parce que, par ailleurs, je ne suis pas sûr que... Moi, mon sujet, c'est pas est-ce que nos adversaires sont musulmans, juifs, chrétiens ou pas. Je m'en fous. Moi, mon sujet, c'est à un moment donné, qu'est-ce qui motive un certain nombre d'intérêts pour nous faire croire ça. Nous faire croire que Mandani serait un infâme terroriste qui ne mériterait pas d'aller prendre la parole dans quelques jours, le 11 septembre, et c'est le franco-américain qui vous le dit avec beaucoup de conviction, pour les commémorations en mémoire des victimes des attentats du 11 septembre, parce qu'ils seraient islamistes terroristes. Enfin, ils sont complètement barrés. C'est les mêmes qui nous expliquaient qu'il était antisémite il y a 1 an, mais ils n'ont toujours pas réussi à le prouver. Hein. Et puis les mecs qui nous expliquent qu'Abdul El-Sayed au Michigan, c'est pas... Enfin, c'est cette espèce de récit, mais nous, dans le cercle international du parti, on a encore des gens, bon, ils essaient plus trop maintenant, parce qu'on a rétabli quelques faits, mais qui nous expliquent que, oh là là, les démocrates socialistes américains sont des infâmes dangers cachés dans l'ombre des grottes de l'Afghanistan. Enfin, je veux dire qu'ils sont malades, les gens qui racontent ça. Et donc, il faut qu'on réussisse à chaque fois à sortir de cette prise-là, de ce piège-là, et surtout qu'on se dise bien que nous, en Européens, on a une responsabilité immédiate. Et c'est le dernier élément que je veux partager avec vous. Moi, ce que j'ai observé ces dernières années dans la façon dont la droite et l'extrême droite européenne se sont entendus sur le pacte asile-migration, ça résume absolument tout. Ils n'ont plus de conviction. Je ne sais pas s'ils ont encore une âme, ça les regarde, s'ils croient ou pas, je m'en fous. Mais sérieusement, ils n'ont plus aucune fierté ni crédibilité. Je les explique. Vous écoutez les mecs qui justifient leur vote, la Bellamy, au Parlement européen, qui s'est vautré à voter avec les fachos de toute nature. Enfin, je veux dire, Retailleau, Le Pen, faut le dire, hein, même combat. Donc, moi je suis... Vous savez quoi? J'ai foi dans la capacité des Français à leur dire merde et à ne pas élire quelqu'un d'extrême droite à la présidence de la République. Non mais je vous jure. Pourquoi je donne l'exemple du pacte asile-migration? Parce que ce qui s'est passé à Ceuta et la façon dont on essaie de nous dire « Ah, mais vous savez, en fait, ils ont été poussés à la mer par des désinformations. » Quand tu commences un peu à gratter le vernis, tu vas dire, mais dis-moi, c'est bizarre parce que les jeunesses marocaines, ça fait longtemps qu'elles en crèvent du dysfonctionnement de l'État marocain, du dysfonctionnement de l'État algérien, du dysfonctionnement de l'État, enfin on peut faire la liste. Hein. Et donc, on ne traite pas de problème. Et bien que ça, l'Europe s'entend avec certains États pour être des États sûrs.
ouais, j'allais dire un truc encore plus fort que gendarme, qui sont en fait des gens qui considèrent qu'on peut s'entendre avec Sayed en Tunisie, Sisi en Égypte, Jolani en Syrie, Erdogan en Turquie, pour contrôler. Et donc, on va se parler franchement, parce que c'est ça dont il est question pour nous, c'est notre quotidien de combat, pour utiliser des femmes, des hommes, des enfants migrants qui aspirent juste à une vie digne, à la place des Européens, avec des accords, j'adore les termes, parce que ça c'est, il n'y a que les bureaucrates de Bruxelles qui peuvent inventer des trucs pareils, d'externalisation. Donc on laisse le problème à l'extérieur. Enfin, ça fait 10 ans que l'Union européenne fait ça. 10 ans que nos parlementaires combattent ça. 10 ans qu'on le combat à Bruxelles, au Parlement européen, et à Strasbourg, si j'oublie Strasbourg, je vais m'engueuler, et 10 ans que nos parlementaires nationaux essayent d'empêcher ça. Sauf qu'en réalité, l'agenda de l'extrême droite, il est très très clair. De la droite, l'extrême droite, pour moi c'est pareil, encore une fois. Le sujet qui les motive à prendre ce type de décision, c'est pour contourner l'attention des gens. Je veux dire, quand je vous parle de prise de conscience, c'est qu'on a en face de nous des gens qui n'ont aucun problème avec la réalité alternative, avec les faits mensongers, avec la manipulation de la vérité. Et donc, continuer à raconter que le problème, c'est la migration. Alors qu'on sait tous que les niveaux de migration au niveau international sont beaucoup plus importants à l'intérieur d'un continent, même d'une région d'un continent, que de l'Europe vers l'Afrique, ça c'est sûr. Quoique, il a fait très chaud, ils commencent à se rendre compte qu'ils vont devoir redescendre ou aller ailleurs. Et de l'Afrique vers l'Europe. Et tout ça, on a l'impression qu'on a un récit en face de nous qui est clairement l'objet d'un service qu'on rend à des intérêts qui nous dépassent, des intérêts économiques, comme je le disais. Et donc, pour sortir l'histoire de Sanchez, de l'Espagne, de la zone Schengen, bon, au-delà du fait que cet État n'est pas dans l'espace Schengen et sans doute un territoire encore espagnol, à ma connaissance, selon les termes du droit, et ce qui est choquant dans l'histoire, c'est qu'en plus, Marine Le Pen peut raconter absolument n'importe quoi pendant des heures et des jours, en disant que, vous voyez, c'est l'illustration de la subversion migratoire, et les gens continuent à dire « Ah oui, on a peur ». Non, mais en fait, comme si on traitait le problème à ce niveau-là. Et encore une fois, l'armée, la façon dont Sayed s'entend avec Tebboune pour passer des deals, pour dire « Bon alors, toi tu t'occupes de les réprimer à ce niveau-là, moi je m'occupe de venir t'aider au cas où tu as un problème, parce qu'il ne faudrait quand même pas déconner, ça serait en plus les Tunisiens qui paieraient le déplacement des militaires, pas les civils. De l'armée algérienne. Non mais on marche sur la tête. Tout le monde le sait. On le sait en Algérie, on le sait ici, on le sait dans la plupart des pays méditerranéens. Et moi, pourquoi j'ai espoir, malgré cette espèce de mensonge permanent, institutionnel, c'est qu'en fait, on est très nombreux à avoir conscience de ça. Très nombreux. Et alors, on peut se dire, on n'est pas nombreux dans la salle, on n'est pas nombreux lorsqu'on est à la Bourse du Travail à Paris avec les copains du comité de lutte pour les droits et les libertés en Tunisie, etc. Mais en fait, si, parce qu'à chaque fois, on se dit, on en parle autour de nous, on mobilise d'autres réseaux, il y a des gens qui ont conscience de ça. Le problème, c'est qu'il faut que ça débouche politiquement, et c'est ça que je veux vous dire en conclusion. Je ne sais pas si Fred aura à dire un mot après, mais c'est on a besoin de vous dans les prochaines échéances. Je ne vous parle pas des élections seulement. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on a un slogan, nous, au Parti Socialiste, qui va être le fond de nos écrans et de nos estrades dans quelques jours. 2007, rien n'y joué d'avance. 2027, pardon. 2027, rien n'y joué d'avance. Donc on a besoin que les femmes et les hommes que vous êtes, les militants associatifs, etc., tout ce que vous représentez comme force vive de la société civile, vous gardiez cet espoir-là, et on a besoin que vous soyez à nos côtés dans les prochaines luttes, pas seulement électorales, mais justement pour la prise de conscience, et qu'on évite, encore une fois, le récit qu'on nous écrit d'avance. En plus, en France, on est spécialiste. Chaque fois, on nous dit 6 mois, 1 an, 2 ans avant que ça va être Jacques Delors, Édouard Balladur, je ne sais plus qui les fois d'avant, enfin, et puis François Fillon.
hommage à François Fillon, à qui on a retiré la Légion d'honneur aujourd'hui. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, Belaïd, il nous reste 2 questions. S'il y a... Je n'ai pas répondu à ma question. Son chat. Sur Schengen? Sur le Sahraoui? Non, sur la question Sahraoui, c'est à Médina. Ah bah attends, c'est très simple. Parti-socialiste.fr. Juillet 2024, non, parce que c'est plus simple, ça évite d'avoir la lecture du communiqué. Olivier Faure et moi-même avons écrit un communiqué qui dénonce la reconnaissance au détriment du droit international de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Voilà. On n'a pas changé d'opinion, nous. Non, mais oui, le communiqué. Oui, le communiqué, le site du PSA. Oui, c'est Les positions que j'écris, en général, je les tiens dans la durée. Je ne suis pas comme Macron, je ne change pas selon que je sois invité à Rabat ou pas. Belaïd, après dire s'il y a quelqu'un, une amie, un camarade qui veut intervenir, sinon ça va être le dernier tour de parole. Belaïd. Merci beaucoup. Bonjour et merci à vous et aux intervenants pour ce riche débat. Alors moi, je pense que je vais rester plus sur l'Algérie et la France, parce que vous parlez beaucoup de ça. Et je voudrais commencer à partir de 62, comme vous avez tout à l'heure parlé. Je sais que vous le savez, bon, peut-être c'est un détail, mais pour nous, c'est pas un détail, c'est que quand après la France est partie en 62, il y a les DAF, les déserteurs de l'armée française, qui étaient mis en place, sans parler du coup d'État de 62 de l'armée des frontières. Et ces DAF, ils étaient dans l'armée, chose d'ailleurs qui a fait que l'assassinat de Chabani, qui a refusé qu'ils soient intégrés dans l'armée française. Et ces gens-là, c'est... oui, dans l'armée algérienne, pardon. Et ces militaires-là, ils ont mis un système où ils ont verrouillé tout depuis 62 à ce jour, c'est le même système qui continue. Enfin, nous, on combat le même système depuis 62 à ce jour-là. Sauf que je voudrais, par rapport à Dylan, il a dit que si demain je serai Parlement européen, je vais dénoncer. Non, ma question c'est plus loin que ça. Je vous pose la question si vous serez président de la République. Oui. Et c'est que tous les présidents qui, depuis 62 à ce jour, ils ont tous, sans exception, soutenu les pouvoirs en place en Algérie, sachant que ni élection électorale plutôt démocratique, il n'y a rien de tout ça. Les répressions qui ont succédé, qui se poursuivaient l'une après l'autre. Et aussi, vous avez aussi parlé par rapport à les bienfaits de la colonisation. Moi, quand je vois par exemple un monsieur, je pense qu'il va être peut-être candidat à un présidentiel, Édouard Philippe, qui dit en plein plateau la colonisation n'est pas un crime, je me pose beaucoup de questions aujourd'hui. Voilà. Et quand je parle de soutien, par exemple, François Hollande, en 2015, il est parti en Algérie, sachant que c'était le 4e mandat, je pense, de Bouteflika. Il était sur une chaise roulante, il ne parlait même pas. Pardon ? Ah, d'accord. Et il a dit de Bouteflika quand même à l'hôtel Horaci, devant tous les Algériens, devant les gens qui étaient là, à l'exception du journaliste je pense, du Petit Journal. On l'a exclu à l'époque. Que Bouteflika il avait quand même une certaine alacrité. C'est-à-dire il avait toutes ses capacités alors que tout le monde sait que c'était pas le cas. Un soutien commun pour un président qui était dans un état, il gérait rien du tout, ça on le savait. Alors ma question c'est que soit vous ou aujourd'hui on voit par exemple Mélenchon qui monte en force, si on peut dire ça.
si demain un président, dans cette idée, je reste dans l'optique, donc ce que vous êtes en train de dire, va prendre le pouvoir en France, est-ce que réellement, il fera vraiment ce que vous êtes en train de dire par rapport à cette libérer, si on peut dire, ou aider, au moins aider par exemple l'opposition de ces pays-là à prendre le pouvoir. Et ma deuxième question, c'est lui, en France, est-ce qu'il finira pas, parce que vous avez parlé du capitalisme, c'est le danger, le plus grand danger dans le monde entier, y compris, on va dire, en France. Est-ce que ce président-là, il finira pas après comme Boudiaf en Algérie? Je pense que vous savez ce qu'il y a eu à Boudiaf. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour la question. En fait, quand vous avez parlé, il y a une phrase qui m'est revenue en tête, mais je ne sais plus qui l'a dit, qui disait « Tous les présidents français font leur premier voyage à Alger et ils terminent à Rabat. » Et j'ai dans l'idée que quel que soit le prochain président ou présidente, il risque de se passer la même chose. Pourquoi? Pour deux raisons, mais la première essentielle, c'est que pour l'instant, en fait, pour que ça se passe bien, il faut qu'il n'y ait plus besoin que l'autre soit un ennemi. En France, ça peut être possible. Ça me paraît compliqué si c'est Marine Le Pen, par exemple. Mais ça peut être possible. Mélenchon n'est peut-être pas le mieux placé pour ça, hein, parce qu'il se fait passer pour un maghrébin alors que c'est un descendant de colon, donc déjà ça commence mal. Pour avoir un discours correct, on n'est pas héritier de ce qu'a fait ses parents, ses grands-parents, c'est pas le sujet, mais pour avoir une posture de réconciliation, il faut être honnête sur les faits déjà. Donc déjà c'est un problème. Côté algérien, oui, mais voilà. Côté algérien, pour l'instant, au moment où je parle, il y a besoin d'épouvantail français. Pour toutes les raisons qu'on a citées auparavant, parce qu'on n'est pas sorti de ce système de pouvoir-là. Donc ça paraît compliqué. Mais j'ai quand même espoir parce que, en fait, l'Algérie voit le pouvoir algérien, voit la France comme un ennemi, mais quand on se situe du côté français, l'ennemi tutélaire, c'est pas l'Algérie, c'est l'Angleterre. Ah, puis on peut remonter, là, ça va en faire plein. Et en fait, quelque part, aujourd'hui, même après la sortie de l'UE, c'est un de nos meilleurs alliés, y compris au point de vue militaire. Mais on se déteste quand même. Je veux dire, on est heureux de les battre au rugby, enfin voilà. Et ça pour. Voilà. Oui. La Coupe du Monde, c'est pas grave, parce que la petite finale, tout le monde s'en fout, on l'aura oublié. Mais tout ça pour dire que l'alliance entre la France et l'Angleterre, elle s'est faite en 1905. On se détestait, hein. C'était juste après le Fashoda, pour ceux qui se rappellent, on n'était pas nés, mais Fashoda 1998, sud du Soudan, les deux empires coloniaux se rencontrent, on se prend le branlé, on perd, le Soudan devient britannique, Djibouti est une colonie isolée en Afrique de l'Est, en France. 1905, on fait alliance parce qu'on n'a pas de copains. On est ceux qui ne sont pas choisis. Vous savez, quand on fait une équipe de foot, il en reste un à la fin que personne ne veut, c'est nous. On sait que la Première Guerre mondiale va arriver, il nous faut absolument un copain, il n'y a personne. On choisit l'Angleterre et c'est un amour par dépit, en fait. Mais finalement, aujourd'hui, c'est une des alliances les plus solides. Tout ça pour dire qu'il n'y a rien d'irréparable. Je pense qu'avec l'Algérie, on a tout pour avoir des pays qui soient unis. Il y a beaucoup de descendants d'Algériens en France. La France a occupé pendant 132 ans l'Algérie, ça a laissé des traces évidentes, hein. Des mauvaises traces, mais aussi des liens entre les gens parfois. Et culturellement, j'ai envie de dire, on se rapproche de plus en plus, parce que les descendants d'émigrés n'abandonnent pas leur culture, et à juste titre, ils ont une double culture, et ils en sont fiers, et ils ont raison, et finalement, ça doit pouvoir créer des liens. Je pense que c'est plutôt du côté du pouvoir algérien le problème. Là, en l'état, tout de suite, je ne vois pas le pouvoir algérien céder la place. Mais je pense que oui, le prochain président, il va aller à Alger, et avec plein d'espoir, plein de bonne volonté, des projets, et
il partira à Rabat après. Alors, la grande force de Macron, c'est qu'il a réussi à se fâcher avec les deux, parce que l'avantage de la situation, c'est qu'en général, quand on se fâche avec l'un, on devient copain avec l'autre. Nous, on a réussi à se fâcher avec les deux, c'est quand même une grosse performance, quand même. Bravo à lui là-dessus. Ça résume assez bien sa diplôme. Oui, bah voilà, en même temps, 2023, voilà, c'est compliqué. Tout ça pour dire qu'il y a une interdépendance entre les deux pays qui, pour l'instant, est malsaine et est sujet à des postures politiques, y compris en France d'ailleurs, hein, parce qu'on n'oublie pas Rotaillot non plus, hein, qui a notre part. Mais moi j'ai espoir. J'ai espoir de voir un jour justement, pourquoi pas une libre circulation des deux côtés de la Méditerranée, parce qu'il ne faut pas oublier que la Méditerranée, c'est Mare Nostrum, hein, c'est notre mer, c'est un lieu de partage. Aujourd'hui c'est devenu un cimetière. C'est quand même quelque chose de grave. Hein. C'est la politique de gagnant. Voilà. Juste avant de donner le micro pour clôturer Fatira a demandé la parole. Je voudrais juste rajouter à ce que Fred vient de dire sur Mélenchon. Mélenchon, non seulement je considère Jean-Luc Mélenchon, je ne considère même pas plus que marocain, c'est un tangérois. Et en plus, on n'entend pas Mélenchon dire aucun mot sur les répressions que subissent les militants, les démocrates au Maroc. Et même le Parti Socialiste a fait un communiqué de presse sur l'arrestation de Ptissam Chgar, une grande militante pour les libertés individuelles. Mélenchon, on ne l'a pas entendu parler, et même pour ce qui se passe au RIF, etc. Voilà. Oui, on ne l'entend pas non plus sur l'Iran, sur la Allez, puisque nous sommes retransmis, spécial des... Non, alors vraiment aucune envie, ni maintenant ni plus tard. Je trouve que ce qui est aussi intéressant dans ces moments, je vous disais, c'est le fait qu'il y ait, je disais, une prise de conscience, une connaissance de tous ces risques, de toutes ces menaces, et en même temps une grande occasion de garder espoir. Parce que derrière toute cette désinformation, ces silences complices, je repense à ce que je disais tout à l'heure, à une discussion qu'on avait eue avec aussi Naïm Ahmed à la fin des années 90. Et rappelez-vous quand même, on sortait des années de plomb, on avait une forme de méfiance vis-à-vis de tout ce qui de près ou de loin venait d'Algérie, et a fortiori vis-à-vis de nos compatriotes franco-algériens, c'est toujours ce Roland qui est entretenu de manière en expliquant que c'est pas des vrais Français, que voilà, les Français d'origine. Ce terme déjà est stigmatisant. Et moi je me disais à chaque fois en discutant avec les camarades des jeunesses socialistes, dont Aïssa et moi faisions partie, avec les camarades du FFS qui étaient présents dans nos réunions. C'était il y a 25 ans, oui, je te remercie, tu n'étais pas né, Frédéric. Et non, parce qu'il voudrait se faire passer pour plus jeune que moi, alors que tout le monde voit qu'il a 10 ans de plus. Et enfoiré je suis. Et sérieusement, là encore, on revient de loin. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu des périodes comme ça où il y a toujours un truc, tu parlais de l'entente cordiale, hein, j'ai bien compris ce que tu rappelais tout à l'heure. L'Algérie, c'est dans notre rapport aux pays du Maghreb en général, mais l'Algérie en particulier, c'est un truc qui est complètement irrationnel. C'est un peu comme quand vous écoutez Jérôme Guedj vous parler d'Israël ou Aïda Elzadeh vous parler de l'Iran, mais c'est pas un sujet en fait, c'est normal. Ça joue à l'affect, aux rapports familiaux, à notre histoire collective et à nos parcours personnels, donc c'est normal. Mais c'est très malsain politiquement. C'est très malsain parce qu'en fait, un type comme Retailleau, vous vous rappelez de cette image où il est filmé, où il annonce notamment la levée des visas qui étaient régulièrement. Et il le fait avec des lunettes bien noires, avec un costume, une veste en cuir. On aurait dit un mec de l'OAS. Je vous jure, cette image, moi, elle m'a retourné personnellement
Parce que je me dis, la politique, c'est aussi une histoire de symbole. Pourquoi je vous donne ces illustrations-là? Parce que, en fait, on va toujours aller chercher les ressorts affectifs, sentimentaux, de l'intime. Moi, en ce moment, enfin, j'ai passé mon été à lire, je passe beaucoup de temps à lire en ce moment, et on écrit aussi beaucoup avec les camarades du cercle. On va sortir un petit livret qu'on vous partagera avec grand plaisir, les militants de Riposte Internationale, parce qu'en fait, il faut poser nos réflexions, il faut continuer à argumenter, à construire des échanges comme celui-là. Pourquoi? Parce que tous les jours, on essaye de nous perdre, de nous piéger. Moi, il y a quelques temps, on devait rencontrer les camarades du RCD, on n'a pas pu les voir. Et je me suis accroché, et encore plus récemment, avec des militants du PS qui m'expliquaient « Ah, mais regarde, même le RCD FFS participe aux élections en Algérie. » Et je dis « Et donc, ça change quelque chose sur notre rapport critique à Tebboune et au régime ?» Je dis « Mais absolument pas, c'est des jeux d'acteurs, c'est des jeux d'opportunités. Moi, je ne suis pas en train de dire « Ils ont eu raison, ils ont eu tort, je ne suis pas à leur place. » Mais je me dis, il faut qu'on soit capable de ce recul-là, de ce pas de côté politique. Et encore une fois, moi, ce qui me pose beaucoup de questions, c'est qu'on a une classe politique qui n'est pas à la hauteur de ça. Moi, je n'ai pas placé beaucoup d'espoir dans Macron, parce qu'on nous avait dit, vous allez voir, c'est un président, il n'a pas vécu les guerres. Je ne sais pas ce qu'il a vécu, en fait, donc je me demande encore comment il peut avoir été élu dans la République 2 fois. Enfin, si, j'en prends ma responsabilité, j'ai voté 2 fois avec son bulletin de vote pour soi-disant empêcher l'extrême droite. En fait, l'histoire se souviendra que lui, il aurait été président juste avant que l'extrême droite arrive au pouvoir. Et qu'il aura eu 10 ans pour l'empêcher. Et ce que je veux dire par là, c'est que notre classe politique, elle n'est pas à la hauteur de ce moment-là. Notre classe politique, moi, ma responsabilité en tant que secrétaire national du PS, c'est pas d'expliquer à Hubert Védrine que t'as merdé au moment du Rwanda. C'est trop facile. C'est trop facile de dire à un ancien ministre des Affaires étrangères, à ta place, j'aurais fait ça. J'en ai entendu beaucoup au PS dire ça. Il y en a beaucoup qui continuent à dire, Fatia est témoin, Fred aussi. On n'entend pas beaucoup certains socialistes sur le Maroc, l'Algérie. Moi, ce qui m'engage, c'est l'écrit. Ce qui m'engage, c'est ce qu'on produit comme position. Je ne dis pas que ce que je dis là n'engage pas mon parti, ne m'engage pas moi, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut se calmer, quoi. Il faut prendre le recul nécessaire. Quand on a, avec Fred, voulu aller au-delà des questions de droits humains, de protection des personnes opprimées, on a voulu surtout faire ce pas de côté, parce que depuis 1 an, et plus que ça, même au parti, on a fait un gros boulot sur l'analyse, notamment de la responsabilité française dans la colonisation. C'est un temps qui nous a fallu long, parce qu'en fait, le PS n'avait plus pensé ces questions-là depuis. On en parlait avec Pascal Blanchard il y a presque 1 an, quand on a lancé notre processus. Pascal me dit, tu sais, t'es presque le premier responsable politique du PS qui vient me voir pour m'en parler, quoi. Alors ça fait 10 ans que j'écris des bouquins là-dessus. Mais moi j'assume, c'est-à-dire qu'en fait, je veux pouvoir rendre des comptes pour demain sur ce qu'on a produit collectivement, et je veux qu'on ne soit pas trop impitoyable avec nous. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous écoutez les exigences des militants de gauche, elle est très intellectualisée, cette exigence. C'est ouais, il faut qu'on soit droit sur les principes, ferme sur les valeurs. Mais, heureusement. Mais en fait, oui, mais on ne demande jamais ça aux autres. Hein. L'extrême droite, la droite, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde est dangereux, parce que je pense que la présidence Macron, elle est la fuite de ça. Elle est le fiel de ça. C'est-à-dire ce côté, vous rendez, enfin moi quand je vais en Israël, là, il y a quelques semaines, je termine là-dessus. Le premier truc que je leur dis, j'ai souffert avec vous le 7 octobre, autant qu'on a souffert à Paris. Fred, les témoins, j'avais mis du temps à préparer mes éléments pour les partager avec eux, que le 7 janvier 2015 et le 13 novembre 2015. Et que, bien évidemment, on s'est senti touché par ce que vous avez vécu, mais le sujet, c'est pas de créer une concurrence des mémoires, des souffrances, entre ce que vous avez vécu le 7 octobre 2023 et ce qu'auraient vécu les Palestiniens avant, puis depuis, et que vous êtes tombé dans ce piège que vous a tendu Netanyahou sur la revanche. Moi, je me suis engueulé avec la leader du Parti travailliste 2 jours après, Fred et témoin aussi, Merav Mikaeli, parce qu'avec Olivier Faure, on l'avait en visio, et moi je lui disais, mais ne tombez pas dans le piège de la revanche, ne tombez pas dans le
piège de vouloir régler leur compte à ceux qui sont allés tuer des gamins dans les kibbutz et dans une rêve partie. Et ils se sont vautrés dans le truc. Parce qu'en fait, ils ont eu peur, ils ont voulu se protéger, et c'est aussi toute la question qu'on doit se poser. À quel moment le regard de l'autre, on le vit comme une menace? France, Algérie, Israël, Palestine, il faut qu'on fasse tout pour sortir de ces pièges-là. C'est très difficile parce que ça renvoie, je le disais, l'affect. Mais politiquement, il faut qu'on soit à la hauteur de ça. C'est très difficile parce que, encore une fois, on a une logique des médias, des réseaux sociaux, de l'immédiateté de l'information, où en fait on va vous demander de rendre des comptes sur, un peu comme le débat cet après-midi, on pourrait y passer des heures et des heures en parlant de chacun des pays qu'on a évoqués. Mais il faut qu'on soit exigeant avec nous-mêmes et qu'on se rassure aussi sur notre capacité à apporter des réponses qui rassurent, qui convainquent, et qui ne soient pas juste pour se faire plaisir et se taper sur l'épaule et dire qu'on a été formidable. Parce que les politiques aujourd'hui, on arrive à un moment de la vie démocratique de ce pays où, je suis désolé, on ne va pas faire le débat sur la relation France-Algérie pendant toute la présidentielle quand même. Enfin, il y a peut-être la relation, par exemple, avec les pays du Maghreb, sur la question des biens communs, sur les droits humains, sur la capacité à offrir un avenir aux jeunes. Parce qu'en fait, tous les sujets qu'on veut nous imposer, sur notamment le récit de la submersion, du danger, du risque, de la menace, bah en fait, si on répond dans ces termes-là, on a perdu d'avance. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'on continue à se revoir, c'est bien qu'on continue à avoir ce type d'échange. On aura le plaisir, mon cher Ali et mon cher Elsa, de vous accueillir à notre campus la semaine prochaine. Vous aurez même un stand pour présenter les travaux de Riposte, de la FIDH et d'autres. Je pense à Nassera qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, même si elle n'est pas avec nous cette année, que j'embrasse. Vous avez une grosse bise aussi de Geneviève Garrigos qui n'est pas là mais qui est là avec le cœur, qui sera au campus. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut qu'on continue à faire ce travail patient, pas forcément dans le bruit, la fureur, parce que j'ai rigolé parce que Fatia, dans les débats qu'on a avec nos partenaires associatifs, politiques, il y a toujours un moment Mélenchon, vous savez, le passage obligé, il faut qu'on cite Mélenchon, il faut qu'on parle des Insoumis. Pour ça, quand tout à l'heure, j'ai volontairement pas cité les Insoumis et Fred Marquis. Parce qu'en fait, non, il faut qu'on arrête de se situer par rapport aux autres. Vous remarquerez que c'est aussi un travers de nos échanges, et ça n'empêche pas de se dire les choses. Moi, je peux avoir des désaccords avec vous, vous pouvez aussi m'exprimer des désaccords, mais j'ai essayé de répondre en partie à vos questions, et avec Fred, qui aujourd'hui est toujours mon sparring partner, comme dans un combat de boxe, mais clairement, il faut qu'on continue ces échanges-là, et ne pas désespérer, et ne pas penser que les choses sont jouées d'avance. Voilà, je vous remercie. Merci Fred. Oui, merci d'être avec nous. C'est un honneur de vous recevoir, d'échanger avec vous. Ce n'est pas la fin de quelque chose, mais c'est le début de beaucoup de choses. Voilà. C'est une station dans nos luttes communes. Le combat est difficile, effectivement, et seule la lutte paye. Et rendez-vous pour l'année prochaine, Inch'Allah. Encore une fois, merci.